Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer comment on a enrichi le webinaire, le référentiel sur l'inclusion numérique. À travers ce webinaire, elle va être présentée par Isabelle, qui est en train d'arriver de se connecter, Isabelle Sauzer, qui est donc ingénieure pédagogique indépendante, qui a collaboré pendant plusieurs années avec Humensys. Et c'est elle qui a conçu une grande partie de ces sur ces nouvelles activités sur l'inclusion numérique. Et moi, je suis Julien Mourier, je suis responsable commercial, notamment en charge des comptes liés au milieu institutionnel, aux bibliothèques et aux grands comptes. Vous avez dans ce chat également un lien qui a été posé sur l'accueil, en fait, dans le chat, pour effectivement prendre vos avis sur des évolutions sur la ressource, sur des évolutions prochaines. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter ce nouveau référentiel, l'enrichissement qu'il y a eu, pourquoi on a enrichi le référentiel sur l'inclusion numérique, quelle a été notre approche pédagogique. Donc ça, c'est Isabelle qui va vous le présenter avec la présentation des nouvelles ressources et une illustration sur la nouvelle plateforme. Isabelle, je t'ai rapidement présenté. Tu peux peut-être en quelques mots compléter éventuellement et redire qui tu es à nos internautes, s'il te plaît. Oui, 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 donc enchantée. Donc comme le disait Julien, j'ai effectivement collaboré pendant très longtemps avec Humensys sur différentes problématiques, mais ma formation initiale est du français langue étrangère, donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions donc de FLE, mais d'illettrisme, parce que j'ai travaillé aussi pendant assez longtemps sur l'insertion des jeunes en difficulté sur des dispositifs 18-25 ans, sur les questions d'illettrisme, de dyslexie. Et également, on est en plein dedans sur l'électronisme. Et notamment avec l'ambition d'insérer après tous ces jeunes professionnellement. Alors, on y va. Pourquoi on a enrichi ce référentiel? Ce référentiel, on l'a enrichi parce que le précédent ne correspondait pas complètement à tous nos publics. On va y revenir dans les slides d'après. Là, on voulait un petit peu replanter le décor concernant cette notion d'électronisme. Je pense que c'est une notion qui est quand même familière à beaucoup d'entre vous, mais c'est un mot un petit peu nouveau dans le milieu de l'insertion professionnelle. Et l'électronisme, on considère en fait que c'est de l'illettrisme numérique. C'est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques ou les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement en fait. Et cet électronisme, il frappe une grosse partie, enfin c'est plus du double, on est sur 7% de la population en situation d'illettrisme, et là on est plus du double du nombre de personnes en situation d'illettrisme, auprès de 15% selon une étude publiée le 22 janvier 2023 par l'INSEE. De même, dans de nombreux emplois maintenant, on a besoin de maîtriser les compétences de base au niveau du numérique. Par exemple, des métiers qui auparavant n'utilisaient pas du tout le numérique. Si on prend le métier de facteur, même si on a très rarement l'occasion d'utiliser le numérique, mais par exemple, quand on délivre un colis, on a besoin de scanner des éléments et autres. Ça peut paraître basique, mais il faut néanmoins avoir quelques notions numériques. Il en est de même pour des garagistes. On voit qu'en l'espace de 10-15 ans, il y a beaucoup plus d'électronique embarquée dans les voitures. Ils branchent souvent maintenant ce qu'on appelle des valises, mais on a besoin un peu de connaissances numériques pour utiliser ces outils-là. De la même façon, vous avez dû vous en rendre compte dans vos quotidiens, la maîtrise des outils numériques est essentielle, puisqu'on a beaucoup plus de ce besoin dans les démarches administratives, qu'il s'agisse de déclaration fiscale, déclaration de carte grise ou de permis de conduire. Et également l'émergence de nouvelles problématiques avec tout ce qui est en lien avec la protection de données et l'e-réputation, des choses importantes à inculquer aux apprenants, de ne pas se faire pirater son compte, ne pas montrer n'importe quoi sur Internet, parce que derrière, ça nous suit. Donc ça, c'est des notions importantes à prendre en compte. Donc l'électronisme, on peut dire que c'est aussi c'est causé par une impossibilité qui peut être matérielle aussi, absence d'outils pour s'entraîner, et du coup, en absence d'un manque de compétences. Et les deux corrélés font que ça génère une grosse fracture numérique.
Et cette fracture numérique, elle est principalement, elle peut être d'ordre territorial, social ou générationnel. Quand on dit territorial, eh ben, ça signifie qu'il existe encore des zones blanches. Certaines personnes n'ont pas un accès aisé à Internet. Donc c'est plus principalement en milieu rural ou également dans des territoires en outre-mer. On considère qu'il y a un tiers des habitants des communes de moins de 20 000 habitants qui n'ont pas encore un service Internet de qualité. Donc au niveau social, pourquoi il y a une fracture numérique? C'est parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité qui peuvent être liés au coût de l'acquisition des équipements numériques. Donc les foyers les plus modestes ont souvent un équipement moindre que des foyers plus aisés. Et il peut y avoir une fracture, bien entendu, aussi générationnelle. Par exemple, 67% des personnes de plus de 75 ans vivent dans une situation d'électronisme. Donc là, il y a une surreprésentation. Vous êtes peut-être confronté, par exemple, pour accompagner vos parents sur une déclaration d'impôt qui se fait en ligne, sur lequel ils ont des difficultés. Mais ça touche aussi quand même les jeunes, parce que les jeunes souvent sont à l'aise avec leur smartphone, mais beaucoup moins avec un ordinateur. Puisqu'il y a par exemple pratiquement 30% des jeunes de 15 à 29 ans qui se déclarent peu ou pas compétents en matière de démarches à accomplir à travers l'outil numérique. Donc, tout ça, c'est des chiffres que je vous cite. Ils sortent d'une étude que vous pouvez retrouver en ligne de l'INSEE du 22 juin 2023. Si on zoome par rapport aux besoins de nos publics, quelles sont les difficultés réelles de nos publics? Donc nos publics, dans la question qui leur a été posée au cours de cette enquête sur les raisons de leurs principales difficultés, il ressort plusieurs notions assez variées. Il y en a les 5 plus importantes qui ont été mises en avant dans cette diapo. Ça peut être aussi bien se servir d'un outil de traitement de texte, enregistrer des données sur un ordinateur, faire une recherche, envoyer un email pour 55% d'entre eux, et pour 54% d'entre eux, imprimer ou scanner un document. Donc, comme vous le voyez, les difficultés, elles sont multiples, et toutes ces démarches, elles sont quand même en lien avec plus ou moins l'employabilité. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu densifier notre référentiel avec un objectif, c'est de pouvoir accompagner les apprenants à la certification ABCPIX. Gérer, bien sûr, compétences n'est pas certifiant, mais on remarquait au contact de nos clients et face à leurs différentes remarques et remontées, ils avaient beaucoup d'apprenants qui étaient en échec lors de la certification ABCPIX. Donc avant juin 2003, le référentiel gérer compétences inclusion numérique était surtout centré sur la maîtrise du CLIA numérique à travers donc les 4 modules qui sont exposés ici, et c'est les lignes du référentiel du CLIA. Donc c'était vraiment les fonctionnalités de base. Et depuis donc juin 2023, sur la ressource, vous trouverez un enrichissement de ce module avec la volonté de pouvoir accompagner les apprenants à s'entraîner de façon plus poussée et à améliorer leurs résultats à la certification ABCPIX. Le but étant de les exercer sur ce qu'on appelle leur e-citoyenneté. Donc au final, il en résulte maintenant qu'il y a un test de positionnement sur la ressource. Il y a plus de 50 nouveaux exercices et ces exercices sont découpés à travers 4 thématiques qui ont été complétées et réadaptées. Alors Isabelle va enchaîner maintenant pour vous expliquer un petit peu quelle a été la démarche pédagogique dans laquelle comment a été conçu ces exercices et ces nouvelles activités. Si tu es toujours là, Isabelle, je te transmets la parole. Merci beaucoup, Julien. Alors, effectivement, donc, en plus de l'ADN, donc de gérer de compétences, qui est toujours quand même d'apprendre en contexte, de faciliter les apprentissages, de tenir compte de nombreuses difficultés qui sont remontées par nos clients, notamment sur l'illettrisme. On a quand même aussi travaillé ce nouveau module en valorisant donc d'autres points, donc notamment sur l'apprentissage en contexte. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que par rapport au PIX, il y a énormément d'exercices pratiques en contexte. Donc, si on voulait préparer cet examen, c'était une nécessité de aussi du coup proposer des exercices qui soient également contextualisés. Mais au-delà des exigences du PIX, ABCPIX,
on sait voilà, que pédagogiquement, la contextualisation est d'abord une source de motivation parce que l'apprenant, quand il est directement confronté à un exercice où il se dit, tiens, ça, je vais pouvoir le réutiliser directement après dans la vie de tous les jours, ça le motive. Ça peut aussi, là, comme c'est valoriser des compétences initiales parce que euh, quand c'est en contextualisation, un apprenant ne part jamais complètement de 0-0. Donc, on va essayer quand même de réactiver en lui des connaissances dont il n'a pas forcément lui-même identifiées, mais elles existent bien. Donc, du coup, voilà, ces exercices en contexte ont un double avantage, à la fois de pouvoir mettre en confiance sur certains acquis qu'ils ont, mais dont ils n'ont pas conscience, et puis aussi de se projeter sur derrière le réemploi des nouvelles acquisitions en termes d'apprentissage. Et puis, évidemment, tout ce qui est contextualisé, ça fait partie de la pédagogie active. Donc, avec tous les effets que vous connaissez déjà, je n'en doute pas, encore une fois, sur le fait d'être en action, de mobiliser les savoirs, savoir-faire, savoir-être, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Tout ce que on va après donc retrouver donc concrètement sur les nouveaux modules, je vois qu'il y a une erreur d'ailleurs sur le PowerPoint, il y a une petite flèche en double. Je pense que c'est dans la correction, ça a été mal fait. Donc je vous le dis, donc on retrouve beaucoup de supports et de situations donc authentiques. Donc des supports qui peuvent être directement, par exemple, à partir d'un lien internet, d'aller visiter un site web et de réaliser des exercices à partir du site web, mais également, quand ce n'était pas le cas, des mises en situation qui sont vraiment comme dans la vie réelle. Et à partir de là, on va pouvoir didactiser certaines activités, certains supports, etc. Ensuite, pour apprendre en contexte, donc par rapport aussi aux situations d'exercice, on va utiliser des modalités d'exercice qui permettent justement une contextualisation. Donc, on a par exemple des modalités où on va avoir des images interactives où on va cliquer directement sur une image réelle. Donc ça aussi, alors au-delà des exercices un peu de stigmatisation, je vais en parler tout de suite après, ça a un effet aussi de rendre l'apprentissage beaucoup plus concret et aussi du coup plus motivant. Et derrière, on termine avec des exercices de mise en pratique. Donc il y a vraiment une progressivité dans la contextualisation. Julien, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors ça, c'est vraiment, je pense, une des plus-values de GRIP Compétences, c'est on a remarqué, et Julien en a parlé hein, par rapport aux objectifs du PIX et pas que, hein, dans tous les compétences numériques, il y a énormément de mise en application, mais, et notamment sur les nouvelles exigences de l'e-citoyenneté, il y a beaucoup de vocabulaire, un jargon qui est qui est technique. Voilà, quand on parle d'informatique, alors notamment les jeunes sont très à l'aise avec leur téléphone. En revanche, dès qu'il s'agit de faire des opérations concrètes sur un ordinateur ou bien une démarche administrative, ils sont confrontés souvent à des lacunes lexicales qui les empêchent finalement d'acquérir et derrière de mettre en pratique des compétences, même si dans le process, ils le maîtrisent, mais s'ils n'ont pas certaines bases de vocabulaire, on voit que clairement, ça va les empêcher d'aller plus loin. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on sait que beaucoup des apprenants, de vos apprenants pour le coup, sont en situation d'électronisme, mais souvent en situation d'illettrisme et aussi pour une bonne partie aussi des apprenants qui utilisent gérer compétences qui n'ont pas le français pour langue maternelle. Du coup, ça nous tenait vraiment à cœur avant d'aborder des situations plus complexes, vraiment de proposer une gamme d'exercices qui permettent de maîtriser un lexique de base nécessaire. Alors, je dis lexique de base, mais en termes de difficulté lexicale, et notamment, je pense à toutes les démarches administratives, quand vous devez réaliser, je pense que vous avez de nombreux exemples en tête, une comment dire,
une lettre administrative, enfin remplir un formulaire administratif, on peut être vraiment confronté à des mots de vocabulaire qui sont complexes. Donc, on a créé, donc, pour faciliter cet apprentissage, beaucoup d'exercices avec des visuels, notamment aussi pour l'apprentissage du vocabulaire numérique sur l'outil informatique, tous les composants, vous verrez aussi dans l'exercice de mise en pratique, il y a énormément de captures d'écran. Par exemple, si on travaille de Word, voilà, de navigation sur Internet, qui vont vraiment aider à la fois à l'apprentissage du lexique. Et puis, on est reparti sur une méthodologie assez classique pour beaucoup qui sont notamment en FLE, mais pas que, une progressivité dans l'apprentissage du vocabulaire, où on va d'abord plutôt faire de la découverte et du repérage du vocabulaire nouveau, qu'ensuite on va pouvoir systématiser avec des exercices donc adaptés qui sont peut-être un peu plus répétitifs, mais qui permettent justement de manipuler ce vocabulaire dans différentes situations et qui, à travers cette systématisation, permet la mémorisation. Parce que tant qu'on n'a pas mémorisé quelque chose, c'est difficile derrière de le réutiliser. Et donc, le troisième niveau après d'exercice, ça va être sur des exercices de réemploi pour réutiliser le vocabulaire qui a été travaillé précédemment dans des situations similaires ou transversales. Voilà, je pense que Julien, on garde les questions pour la fin, hein, c'est ça? Oui, on fera peut-être un petit passage après les PowerPoint avant de lancer les applications. D'accord. Très bien. Donc du coup, j'enchaîne sur ce qui était important pour nous. Alors pour ce module-là, mais pour gérer de manière générale, c'est aussi d'avoir des activités qui sont diversifiées pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que chaque apprenant a un profil d'apprenant différent, même s'il y a des similitudes. Voilà, on essaye de pouvoir faciliter les apprentissages pour tous les apprenants. Donc, c'est pour ça qu'au-delà, je vous parlais tout à l'heure de visuel, mais aussi on a des exercices avec de l'audio, des vidéos, voilà, qui vont permettre aussi de tenir compte de ces différents profils d'apprentissage. De fait de faire des activités aussi qui sont diversifiées, pardon. Ça permet de maintenir l'attention et la motivation dans la réalisation des exercices. Et plus on est motivé, et plus on peut faire des exercices. Et plus on fait des exercices, plus évidemment on pratique et on renforce nos compétences. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir des activités diversifiées permet de choisir exactement la meilleure modalité par rapport à l'objectif pédagogique. Donc, on verra tout à l'heure là dans la petite démo, pour chaque exercice, on vous dira pourquoi cette modalité était peut-être la plus adaptée. Là, tout à l'heure, je vous parlais de mise en pratique par exemple, sur Word. Il y avait beaucoup avec des modalités où on va cliquer sur une image pour aller exactement comme dans la vraie vie, aller cliquer pour ouvrir un menu, pour accéder à une fonctionnalité. Et typiquement, ce genre d'objectif pédagogique avec un QCM était beaucoup moins stimulant pour l'apprenant et puis favorisait moins l'apprentissage. Donc là, on retrouve dans les modalités d'activité un peu les piliers là, que vous avez dans le petit déroulé horizontal. Donc on a d'abord aussi pour faciliter pour certains apprentissages où on le sait, même s'ils sont travaillés en présentiel, certains objectifs ont besoin d'être rappelés avant de commencer une activité. Donc vous retrouverez de nombreux supports de cours ou bien des documents authentiques ou bien des démos directement à partir de captures vidéo par exemple d'une démo sur l'installation d'une application qui va permettre de pouvoir mettre l'apprenant en action, de recontextualiser encore une fois l'activité qu'il va faire et avant de passer aux exercices de mise en pratique. Comme je vous disais tout à l'heure, pour diversifier, donc on a vraiment eu à cœur d'avoir à la fois du textuel, de l'audio, du visuel
pour varier les modalités. Et puis après, dans les typologies d'exercices, vous retrouvez de nombreuses typologies d'exercices. Donc le QCM assez classique, mais avec des variantes où on va pouvoir varier entre du QCM texte, avec images, texte, etc. Du classement, de la mise en ordre, de l'appariement, de l'association, etc. De la saisie libre, encore une fois, qui est quand même importante, notamment on le verra pour les questions de vocabulaire, et puis des textes à trous et des images interactives. Voilà. C'est les principales typos qu'on va retrouver, mais qui sont déclinés en fait de manière à ce que les apprenants aient toujours cette sensation de ne pas faire toujours la même chose. Tu Bon, peux passer la... Oui. c'est important ce que tu dis. On a souvent des utilisateurs qui nous remontent que la variété des activités, avoir proposé différents typos, différents moteurs d'exercice, ça évite la monotonie des apprentissages pour l'apprenant. Et c'est dans Mm. ce sens-là que les activités ont été conçues. Je passe ensuite aux nouvelles ressources, en fait. Mm. Le test de positionnement. Je t'invite à compléter cette diapo, Oui. Isabelle. Alors, ça fait vraiment partie de l'ADN hein, de gérer de compétences, partir du principe que avant d'acquérir de nouvelles compétences, on va faire le point parce que ça va favoriser les apprentissages et ça permet aussi à l'apprenant de déjà aussi mettre en lumière certaines connaissances initiales parce que voilà, ce n'est pas des feuilles vierges et aussi d'identifier derrière les axes de travail parce que si vous proposez directement des exercices où un apprenant a déjà des compétences, peut-être, alors ça peut être une volonté si vous l'avez identifié comme une manière de le mettre en confiance avant de passer à des apprentissages plus complexes, ou bien pour certains, si vous avez identifié que ça pourrait le démotiver de faire des choses qui lui paraissent trop faciles, pardon, de passer directement à la nouveauté. Donc ça, ce test de positionnement permet justement de pouvoir identifier on va dire les forces et les faiblesses, et puis derrière de pouvoir créer des parcours individualisés, notamment en fonction des résultats qui seront obtenus au test de positionnement. Rien n'empêche, aussi c'est aussi l'intérêt, une fois que l'apprenant a réalisé beaucoup d'exercices, de refaire ce test de positionnement comme un test d'évaluation finale et de pouvoir mesurer l'écart entre les deux et encore une fois de combler les lacunes dans les domaines où il a encore des compétences à acquérir. Donc volontairement, ce test n'est pas très long, encore une fois toujours pour un souci de monotonie et parce qu'on sait aussi que sur le terrain, c'est pas toujours évident de boucler en fait des créneaux horaires très longs et puis on sait que par rapport au profil de nos apprenants, déjà faire une demi-heure d'examen, ça peut être un peu difficile. Donc 35 minutes, voilà, 35 questions, ça permet d'aller rapidement et d'avoir une bonne photographie du niveau initial. Je peux me permettre, Isabelle, il faut savoir qu'un apprenant peut quand même le passer en plusieurs sessions. C'est-à-dire qu'il y a Oui. un enregistrement automatique. Si au bout de Mm, 15 questions, c'est un apprenant qui a beaucoup de mal à se concentrer, peut mm. faire une pause, les résultats sont enregistrés, il peut reprendre une heure après, le lendemain, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, ça c'est vrai que c'est important aussi parce que ça résout pas mal des fois de problèmes logistiques dans les centres de formation. Ouais. Tu peux passer à la diapo suivante, Julien. Mm. Alors là, par rapport donc aux thématiques qui ont été réadaptées, donc là, vous allez retrouver donc par rapport à ce que disait Julien en introduction sur les anciennes qui étaient plutôt calées sur le CLEA numérique. Là, cette fois, elles sont vraiment indexées plutôt à BCPix. Donc là, Julien, on a parlé un peu de pourquoi finalement ABCPix avait choisi aussi ses objectifs. C'est parce que ça répond derrière à des problématiques sociétales. Donc sur l'environnement numérique, ok, beaucoup de gens maîtrisent leur téléphone portable, mais ils ne maîtrisent pas, par exemple, l'ordinateur, les fonctionnalités de base. Passer sur Word, pour beaucoup, c'est une angoisse. Donc, il y a tout un travail d'abord sur l'environnement numérique et de pouvoir réaliser
aussi ce qui est possible de faire avec un ordinateur, un téléphone portable, et puis de voir aussi en fonction des environnements que le même objectif, faire une démarche, par exemple, administrative sur un ordinateur ou sur un mobile, peut avoir aussi des différences. Et donc ça, on retrouve des... Là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai, mais ça va aussi dans la contextualisation par rapport à l'environnement numérique. Tous les exercices qui ont été créés, certains sont vraiment sur le téléphone portable et l'ordinateur. Voilà, on a vraiment eu aussi à cœur de proposer des mises en pratique sur les deux principaux supports. Je pourrais inclure la tablette, mais qui ressemble pour le coup un peu plus au téléphone portable. Donc, deuxième thématique, c'était sur l'information et les données pour maîtriser la navigation sur Internet, la recherche d'informations sur Google, etc., utiliser les services, la messagerie électronique. Donc ça, c'est vraiment sur l'échange d'informations. Ça, c'est très important. Après, on a toute une partie sur la création de contenu. Donc là, on est beaucoup par rapport à BXCPix plutôt sur Word pour créer modifier des documents textuels. Et puis la dernière, où là, c'est par exemple qu'on trouvait très peu saupoudré dans le clan numérique, c'est sur la protection et la sécurité, parce qu'on voit que beaucoup de personnes finalement ne savent pas sécuriser leur environnement, protéger leurs données personnelles, leur vie privée. Et alors, c'est très flagrant chez les jeunes, mais pas que. Hein, qui n'a pas été des fois victime d'une arnaque sur Internet, certains qui continuent par exemple à partager des photos sans savoir en fait derrière l'utilisation qu'elles pourraient, qu'elle pourrait avoir, donc une mauvaise utilisation. Donc là, et je pense particulièrement cette fois plus aux jeunes, mais pas que. Donc ça, c'était vraiment important et c'est quelque chose qui est encore assez sous-estimé. Et là, vraiment, vous avez une richesse chez Gérib Compétences qui est assez intéressante. Voilà, Julien, je pense que on va pouvoir passer un petit peu à une démo. Ouais. Ouais. On peut peut-être faire un petit point sur quelques questions. Oui. Par rapport à notre intervention, à l'intervention d'Isabelle et à la mienne, est-ce qu'il y a quelques questions qui arrivent? Je vois qu'il y a une question qui est plutôt par rapport à l'utilisation des évaluations sur la plateforme. C'est une question de Clément. En fait, Clément nous demande quelle est la différence en fait entre le test de positionnement inclusion numérique et le test CLEA domaine 3 maîtrise de base du numérique. Alors Clément, en fait, la différence, c'est que, comme son nom l'indique, le test, l'évaluation sur le CLEA domaine 3, elle porte uniquement sur des attentes, on va dire, moins élevées. C'est vraiment en lien avec les attendus du CLEA numérique. Alors que l'évaluation, le test de positionnement inclusion numérique, va être plus global et va intégrer va tester les nouvelles activités qui ont été ajoutées dans la plateforme. Donc c'est d'un niveau plus élevé que le test initial en fait. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc on va passer du coup aux manipulations sur la ressource, vous montrer comment les propos d'Isabelle ils ont été mis en situation dans la plateforme Gérib Compétences. Donc la plateforme est accessible sur cette URL. Petit rappel, c'est la nouvelle URL depuis quelques semaines, c'est Gérib avec compétences accrochées. La plateforme, je suis bien connecté sur mon compte formateur, j'ai accès aux différentes ressources, aux différents catalogues de Gérib Compétences et on va se rendre sur la démonstration sur le référentiel de l'inclusion numérique. J'ai choisi ce référentiel-là. On peut ensuite donc déployer l'un des 4 domaines qu'on vous a présenté tout à l'heure, à savoir l'environnement numérique avec les sous-domaines correspondants, l'information et les données et les sous-domaines rattachés, la création de contenu avec le sous-domaine, avec la manipulation de fichiers et de création de texte, et le domaine sur la protection et la sécurité qui permet de déployer le sous-domaine sur la sécurisation et sa pratique. Par exemple, si je prends le domaine le plus dense sur l'information et les données,
je sélectionne tout voir, par exemple. Si j'affiche voir tous les résultats, la plateforme, elle va me trier un certain nombre de résultats, en l'occurrence ici 35. Ces 35 résultats, c'est la somme des exercices, des parcours, éventuellement proposés par Gérip, ou ici, moi, j'en ai créé en tant que formateur. J'ai créé ces 2 parcours, c'est des parcours que j'ai créés au cours de mes présentations, on les voit ici, des évaluations, et éventuellement, s'il y a lieu, des cours. Donc, toute cette possibilité de filtre est nouvelle sur la ressource et n'existait pas sur l'ancienne version. Vous pouvez compléter vos filtres également par des filtres qui apparaissent sur la gauche pour déterminer la durée ou la difficulté des activités. Quand on sélectionne une activité, on peut la mettre en circuit préférentiel, on va dire en favori en cliquant sur le petit cœur ou cliquer sur l'œil pour voir à quoi correspond l'activité. Moi, dans le cadre de Juste, la présentation. Oui, vas-y, Isabelle. ouais, Julien, je voulais, parce que là, vous voyez que court, aucun résultat, ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste que d'un point de vue dans saisie, en fait, beaucoup, il n'y a pas de cours. En fait, les cours ont été intégrés dans une activité, dans ce que vous avez souvent avant, dans support de cours, mais voilà, c'est pas tagué exactement de la même manière que ici. Donc en fait, vous allez dans n'importe lesquels, vous verrez qu'il n'y a aucun cours, mais en réalité, ils sont intégrés directement dans les activités. Voilà, parce que toutes les activités, en fait, sont plutôt réalisées d'un point de vue aussi chronologique. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une progression. Et donc, pour ne pas perdre cette logique pédagogique, voilà, les supports de cours ont été intégrés directement à des activités. C'est pour ça que vous ne les retrouverez pas ici. Merci de votre attention. Merci Isabelle d'être venue à nouveau. Je vous souhaite à Merci à vous tous tous. une belle fin de journée, passez un bel été, bonne découverte de ce nouveau bouquet et également n'hésitez pas à tester le référentiel Soft Skills et si vous avez des retours, commencez à préparer vos questions pour la rentrée et le prochain webinaire qui devrait avoir lieu sur la 2e semaine de septembre.